Bonjour à tous et merci à l'équipe l'équipe médicale de m'inviter aujourd'hui. Donc, je suis étudiante, j'étais étudiante l'année dernière. J'espère que ceux qui sont à l'espace éthique numérique en santé me feront un petit coucou aussi dans la journée. Sinon, je suis patiente partenaire. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une patiente partenaire. Si vous me recroisez un peu dans les couloirs aussi, je pourrais vous expliquer un petit peu plus. En tout cas, je suis une patiente qui a eu un très bon parcours et qui, depuis 3 ans, a décidé de changer de terrain, non plus qu'en étant un objet de soin, mais après avoir été formée, et je me forme encore, parce que j'ai poussé la porte de l'Université des patients il y a à peu près 3 ans. Donc aujourd'hui, j'investis les couloirs de l'hôpital Mondor et du service d'oncologie avec un autre costume, celle d'être partenaire en santé avec une expérience patient. Donc je vais vous emmener ce matin déjà sur le terrain de l'expérience patient. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des réflexions ou des observations à faire aussi pendant mon exposé. Donc, je vous redonne rapidement un petit peu ce territoire de l'évolution de la place du patient dans la santé, du côté de la perspective patient. Donc, on a vu tout à l'heure aussi que depuis la loi Kouchner, les droits individuels reconnus par les patients se sont multipliés, se sont renforcés. Les rapports entre patients et médecins s'équilibrent au fil des années. Les malades aspirent davantage à plus d'autonomie, à une meilleure information, à ne pas être réduits seulement à leur pathologie, mais aussi de bénéficier d'une prise en charge globale. Aujourd'hui, un grand nombre de leaders de santé reconnaissent que les patients et les aidants comme étant des partenaires de premier plan dans le monde du soin. Beaucoup de publications que vous pouvez retrouver de votre côté montrent bien que le mouvement du partenariat patient est bien en marche, et j'en fais partie. Donc, il s'associe à ce changement de paradigme, sonnant la fin d'une certaine verticalité, où tout se jouait uniquement vers le patient. Aujourd'hui, même ce modèle pour le patient, avec l'approche centrée vers le patient, sur le patient, est même aujourd'hui discuter parce qu'on s'aligne plutôt sur la notion de faire avec le patient. Je vous invite à aller aussi consulter tout ce qui est autour du modèle de Montréal. Toutes ces notions viennent notamment des pays anglo-saxons suite aux grandes époques liées au sida, où les associations de patients ont énormément bougé, ont justement apporté cet apport et ce point de vue patient aussi en santé. Sur le terrain, cela se traduit aussi par une tendance plus collaborative. Aujourd'hui, on est plutôt sur des notions de co-construction de savoir avec les patients sur le fait d'être ensemble. C'est en collectant et en mutualisant les expériences des patients que celles-ci peuvent devenir des savoirs que l'on nomme expérientiels. Moi-même, de ces savoirs, de ces vécus, de mes expériences, je les ai transformés pour faire de l'expertise et des compétences. Dans le côté patient, il y a bien sûr aussi tout le vivier aidant et que l'on peut transmettre donc tous ces savoirs à tout l'écosystème de santé. Alors, je ne vais pas développer ici, mais notamment, nous arrivons de plus en plus, non seulement sur des co-constructions de modèles d'éducation thérapeutique, mais nous arrivons aussi dans les enseignements, dans la recherche. Donc, il y a tout ce mouvement qui est en train d'avancer et qui arrive sur le terrain donc, du soin. L'expérience patient, de quoi parle-t-on? Donc, c'est l'expérience patient en reprenant la définition du Berit Institute, qui est donc l'Institut français de l'expérience patient en France. Et l'expérience patient est l'ensemble des interactions et des vécus par une personne ou de ses proches au cours de son parcours de santé. L'expérience patient ne se limite pas à la relation entre le patient et l'équipe médicale, mais concerne aussi toutes les interactions façonnée à la fois par l'organisation de ce parcours, mais aussi par l'histoire de la vie de la personne concernée. Elle comporte une dimension objective, par exemple, on pourra revoir la durée d'attente pour passer un examen, les informations reçues, et puis elle a aussi toute une dimension subjective qui est liée aux émotions, aux perceptions et aux ressentis du patient. Dedans, évidemment, la liste est quand même importante au niveau de l'inquiétude, de la crainte, de l'anxiété, peur, angoisse, et surtout ce qu'on met globalement sous le stress. Comment faire exprimer le ressenti des patients, le considérer et l'intégrer dans les démarches d'amélioration de soins et des organisations,
Généralement, ça se fait par des développements d'outils appropriés pour explorer et pour faire émerger l'expression de l'expérience patient. Donc, tout le monde connaît les questionnaires SATIS, les questionnaires qu'on trouve dans les services. Mais après, il ne faut pas que ça finisse non plus dans des coins où ça prend la poussière. Comment le faire fonctionner sur le terrain, comment cette mise en œuvre des stratégies pour mieux écouter les patients, ce qui permet aussi de laisser tomber des certitudes que certains personnels professionnels peuvent avoir sur les patients. Il faut savoir aussi observer, notamment suivre des patients en situation réelle pour objectiver leur vécu, et puis évidemment comprendre en explorant les champs de communication. Une immersion patient, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est d'enfiler mes baskets, si je devais résumer. C'est vraiment de rentrer dans la peau du patient, et c'est ce que j'essaie de faire sentir. Je ne vais pas raconter aujourd'hui tout mon parcours, c'est 15 ans de parcours, je crois que c'est plus de 40 actes de radiologie, scanner, IRM, médecine nucléaire. Donc, là, comment je pouvais imaginer que tout ce qui est ressenti, tout ce qui est vécu par un patient, en fait, ça se fait à travers un peu mes baskets. Je pense que c'est une image que vous garderez un peu dans la tête. L'expérience patient, donc un enjeu stratégique de santé. Donc, c'est un levier de transformation du système de santé. Quand un patient, sur toute l'expérience patient, disons, peut influencer aussi sur tout ce qui est organisationnel, dans les études, auprès des étudiants qui vont se former aussi à mieux interagir avec les patients et le plus tôt possible. C'est une vertu indispensable. Accorder l'expérience patient, c'est une expérience voulue, livrée, attendue, perçue. Et puis, évidemment, favoriser l'apport de la parole et des savoirs patients pour améliorer la qualité des soins. Le point de vue des patients est aujourd'hui reconnu comme essentiel et complémentaire à l'évaluation des soins menés par les professionnels. Le patient est un acteur, partenaire de sa propre santé, mais aussi il peut intervenir comme une personne ressource pour les autres et pour la collectivité. La prise en compte de son expérience est un outil de performance dans l'organisation des soins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le patient est amené dans des instances de plus, pas seulement de témoins, mais aussi pour se mettre autour de la table avec des acteurs pour faire des changements au niveau des organisations, des services et des établissements. Elle peut contribuer à des actions concrètes d'amélioration de prise en charge globale et évidemment, ça aura une influence directe sur l'évolution aussi du patient. Expérience patient et imagerie médicale. Donc, j'ai trouvé ce chiffre-là, 73 millions d'actes d'imagerie réalisés en France en 2019. Vous imaginez les millions d'expériences patients donc, qui passent aussi dans ces services. Si on devait faire une liste des attentes des côtés patients, un petit peu, on retrouve toujours cette notion de stress, d'angoisse, de peur, comment mieux gérer le stress, comment le diminuer. Des questions autour de la sécurité, du confort avant, pendant, après l'examen, une meilleure information de données, justement toutes ces questions d'explication, pas de charabia médicale, dans toutes ces problématiques aussi où les médecins peuvent envoyer des comptes rendus ou donner un compte rendu aussi à un patient à la suite d'un examen rendu par le bureau médical et qui va donner le compte-rendu final et on ressort avec. Et là, c'est souvent extrêmement compliqué à comprendre. Meilleure relation patient-professionnel, donc toute la question de l'accueil, de la posture, de l'empathie et une prise en considération de leur bien-être et de leur intimité. Un examen médical en radiologie n'est jamais un acte banal pour un patient. L'imagerie médicale est souvent aussi positionnée en tant qu'examen complémentaire. Le médecin dit vous allez passer vous allez faire un scanner, vous allez passer une écho, comme ça on verra ce qu'il y a, si vous avez un doute. Cette question-là souvent arrive comme quoi on est dans une recherche d'information et comme si c'était un complément par rapport à un examen clinique, peut-être pour rassurer ou peut-être pour amener une réponse à un patient. Tout examen aussi est une épreuve pour le patient parce que évidemment, le patient, lui, va faire un autre chemin avec ses propres perceptions du réel
et des interactions enregistrées depuis la planification de l'examen. La demande de l'acte d'imagerie, la prise de rendez-vous, et à ce moment-là aussi, il faut vraiment expliquer aussi aux patients pourquoi un médecin demande cet acte à un patient, pour ce patient. C'est très important aussi. Le patient doit arriver en sachant ce que c'est, s'il va passer un scanner, s'il va passer une IRM, s'il va passer une échographie et pourquoi. L'arrivée, l'accueil, les formalités administratives sont aussi des temps importants. Il faut optimiser les premières impressions et embarquer tout le personnel qui va interagir avec le patient. Ce n'est pas seulement, évidemment, le radiologue qui va venir, c'est les manipulateurs, c'est l'accueil, notamment pour savoir si c'est un acte qui va être remboursé ou pas, ou comment. Je peux vous dire aussi que sur toute la question de recevoir le patient est vraiment un enjeu très important qui va dérouler tout le bon déroulement, enfin qui va bien déterminer tout le bon déroulement d'une prise en charge. Et j'insiste sur le fait que l'accueil d'un patient est déjà un geste de soin. Préparation et examen, donc le patient va interpréter tout de suite les paroles des professionnels et va chercher toujours à avoir ou trouver des informations, même dans des attitudes non verbales, notamment sur comment va se dérouler un examen. Il faut absolument que tout le personnel se relaie pour rester dans une communication avec les patients et surtout le regarder. Il peut se sentir vite dépersonnalisé, c'est-à-dire ne pas être considéré en tant que personne, mais en tant que simple cas. Problème des injections, allergies, problème de claustrophobie, ce sont des peurs que les patients peuvent aussi ressentir avant les examens. Par exemple, pour vous donner un petit éclairage, quand je viens pour passer un examen, si la personne le manipulateur ou va m'injecter un produit, si elle me pose aucune question en me disant bon ben voilà, allez madame, je sais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je dis oui, je sais que ça va bien se passer, mais vous savez, moi, pour me piquer, c'est très compliqué. Cette personne a dit j'ai l'habitude. Je vais dire moi aussi j'ai l'habitude. Moi aussi j'ai l'habitude. Et en fait, à cette dernier examen que j'ai passé, elle est arrivée évidemment avec dans sa tête des aiguilles qu'elle devait utiliser qui n'étaient pas du tout adaptées à mes veines. On a fini par transpirer toutes les deux. Ça a pris 5 minutes. Ça m'a créé de l'angoisse. Et qu'est-ce que ça fait aussi? C'est qu'à un moment donné, elle m'a dit « Ah, j'aurais peut-être dû vous écouter. » Oui, on aurait gagné du temps et puis on aurait aussi baissé un peu mon stress avant de rentrer dans la pièce où j'allais subir un examen. Donc, être conforté aussi, c'est être confronté aussi à cet état de vulnérabilité, où le sachant qui peut être aussi un manipulateur qui voit défiler tous les patients, qui sait, qui connaît, qui a disons, son métier en main, ne fait pas toujours attention aussi à la personne en tant qu'individuel qui arrive, parce que vous le disiez tout à l'heure, du côté des professionnels de santé, on ne peut pas à chaque fois avoir tout l'historique d'un patient, on ne peut pas savoir exactement tout ce qu'il a déjà eu antérieurement, tout ce que ça représente. Et donc, c'est à ce moment de rencontre, ça se passe très, très vite. Il faut aussi écouter et laisser le patient exprimer aussi comment il est au niveau du ressenti et puis s'il a aussi des connaissances sur son propre corps. Respect de la pudeur et de l'intimité, droit à la dignité de la personne. Et puis aussi, mettez-vous aussi dans la tête que c'est la surprise aussi pour beaucoup de patients qui découvrent des appareils techniques impressionnants. Voilà, il faut savoir que aussi, j'entends souvent des médecins dire, des patients qui vont dire « Oh là, j'ai un examen en médecine nucléaire, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça peut représenter pour un patient quand on lui dit qu'il va descendre au -1, et que là, il va prendre un rendez-vous parce qu'il doit absolument passer un examen en médecine nucléaire. Vous, c'était dans vos habitudes, mais le patient déjà franchir la porte de l'hôpital, il est déjà projeté dans un autre monde et qui n'est pas toujours rassurant. Après l'examen, jusqu'à l'orientation vers la prochaine étape, donc ne pas interrompre cette communication, aider le patient à se rediriger vers le déshabilloir, lui donner des informations sur le temps d'attente, sur l'entrevue qu'il va avoir avec le radiologue. Dans le radiologue, est-ce que ça sera dans un lieu adapté?
ou la transmission, et sur la transmission des résultats, si ça va être par Internet, donc là, je repose la question aussi du patient qui va recevoir sous son droit à être informé, recevoir et lire un compte-rendu sur son ordinateur, une angoisse qui va encore s'intensifier dans l'attente des résultats, hein, que ça soit aussi si les résultats vont repasser par, disons, par le chemin pour monter jusqu'au spécialiste avec qui il va avoir rendez-vous, un oncologue. Tout ce temps, de toute façon, est un stress incroyable pour les patients. Donc, et donne des indicateurs réels de son état de santé. Ce temps de la préannonce de la maladie pour le patient. Donc ça, c'est quelque chose que évidemment, c'est important dans la mesure où moi, je suis un petit peu sur tout ce qui est autour de l'oncologie, donc sur le fait d'être ces patients impatients de savoir ce que leurs examens ont montré, et puis à la fois, dans ce temps du soupçon, être vraiment dans la crainte et dans l'angoisse. Ça peut être aussi le début de la rupture biographique du patient dans sa vie normale. Et à l'issue de la réalisation de son acte technique, le radiologue, lui, est souvent le premier professionnel à détenir une information nouvelle sur le patient et qui va certainement influencer la suite du traitement et aussi la suite de la vie de la personne. Un pouvoir de donner une interprétation médicale issue de la technique, c'est une responsabilité. On a parlé tout à l'heure des incidentalomes, par rapport aussi au silence des organes, que le patient, évidemment, ne soupçonne pas qu'on va découvrir peut-être d'autres choses en lui. Le devoir d'informer du patient et de son soin inconnu, donc ce soin inconnu qui est un droit fondamental et qui doit passer par une communication claire donnée au patient et dénuée de termes obscurs. Dans chaque cas, le radiologue doit s'adapter, écouter la demande et moduler ses réponses en fonction des résultats de l'examen, bien sûr, mais aussi de ce qu'il perçoit de l'état émotionnel du patient, de ses valeurs et de ses attentes. Les patients ne voudront peut-être pas avoir les résultats, n'auront peut-être pas envie qu'on leur dise cette vérité. Là, on pourrait soulever toute la question du dévoilement, de cette parésia. Et puis, l'arrivée soudaine de la vérité par l'image va créer aussi une vraie rupture biographique pour le patient, le mettant face à cette incertitude et puis en bouleversant son intimité. Le radiologue, s'il est maître des images, mais aussi des mots, est ici en première ligne dans ce relationnel bienveillant attendu. C'est souvent avec lui que va prendre le ciment d'une relation de confiance entre le corps médical et le patient et mettre que le patient attend, ou certainement ce qui est important, c'est de mettre doucement ce patient en mouvement dans ce temps de soupçon qui préfigure le temps des annonces. Le temps de l'annonce est un temps bien défini qui sera certainement fait par un oncologue ou un chirurgien, mais c'est cette mise en mouvement. Pour finir, ben voilà, de l'humain derrière les images, à côté de l'imagerie médicale qui ne cesse d'évoluer, de se perfectionner, de proposer des techniques de plus en plus précises, performantes. Restons attentifs à les professionnels de l'image, de l'imagerie mobilisée pour obtenir des images utiles aux cliniciens, doivent aussi veiller à préserver une éthique soignante, faite notamment de bienveillance envers la personne dont le corps est investigué. L'exploration du corps ne doit pas faire oublier la personne. Respect de l'intégrité du patient, son autonomie, son consentement, son droit à l'information. Des millions de données médicales dont les imageries questionnent aussi sur la protection des données personnelles. Tout ce qui est autour de la qualité, de la sécurité, les inégalités aussi des personnes face à la maladie, aux accès des centres de radiologie en fonction des territoires, sur les délais d'attente, on en a parlé tout à l'heure, et puis une base de patients aussi de plus en plus éduqués et très engagés qui cherchent à mieux contrôler son propre destin en matière de soins et de santé. Voilà, je vous remercie.